Bonsoir à tous. Donc, pendant que mes collègues s'installent, l'intelligence artificielle existe depuis plusieurs décennies. Cependant, nous sommes en train de passer aujourd'hui dans une évolution exponentielle. Certains, même tout au long de la journée, ont parlé de révolution. Je reprends les propos d'Alain Bauer tout au début de la journée, qui disait qu'il fallait qu'on trouve un équilibre entre ce que peut apporter l'intelligence artificielle et le contrôle de l'intelligence artificielle. Donc ce que peut apporter l'intelligence artificielle, on l'a vu tout au long de la journée, au niveau de la santé, le transport, la robotique, l'armée, les objets connectés, mais également le contrôle de l'intelligence artificielle. Et tout au long de la journée, je me suis amusé à noter les mots-clés qui englobe la sécurité et la justice. On peut avoir l'éthique, les inégalités, les biais, la méfiance juridique, réglementaire. Voilà. Et donc, autour de ces mots, autour de la table pour en débattre, nous avons Véronique Legrand, qui est professeure, enseignant-chercheur de l'équipe émergente Sécurité Défense au CNAM et titulaire de la chaire Sécurité informatique au Conservatoire national des arts et métiers. Et également Cécile Doutrio, maître Cécile Doutrio, avocate, membre de la chaire Cyberdéfense et Cybersécurité des écoles de Saint-Cyr. Merci à vous et merci aux plus courageux d'être restés pour cette dernière table ronde. Nous allons essayer de vous faire une présentation dynamique sur les différents enjeux qu'on a vus aujourd'hui parce qu'on l'a compris en réalité, ce qui est au cœur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'existerait pas sans le big data, sans la collecte massive de ces données qui ensuite vont être analysées, travaillées, vont enrichir en fait tous les systèmes d'intelligence artificielle. Et au-delà de tout cela, c'est justement quel est le pouvoir, de mon point de vue, de la loi, mais aussi comment se fabriquent les données, c'est ce qu'on verra avec Véronique Legrand, pour savoir véritablement quels peuvent être ces outils justement pour ces questions de réglementation, mais aussi de souveraineté. Parce que quelque chose m'a interpellée tout au long de ces 2 journées. On a beaucoup parlé du positionnement de l'Europe, de la France, de la Chine, des États-Unis par rapport à cette bataille de souveraineté des données, par rapport à ce combat qui est mené pour être leader en matière d'intelligence artificielle. Mais en réalité, pour moi, il y a quelque chose de peut-être plus intéressant et plus problématique. C'est les questions de souveraineté qui se posent à l'intérieur même d'un État. En effet, par rapport à ces données. Parce qu'on verra qu'il y a dorénavant, les acteurs numériques concurrencent véritablement les États, notamment pour le domaine qui me concerne, en matière de fonction régalienne, qui est par exemple la justice. Donc c'est ce qui s'interroge. Donc c'est vrai qu'il y a ce développement exponentiel de ce big data et de cette intelligence artificielle, on ne va pas y revenir. On a fait des sondages en fait récents, j'ai pris les plus récents qui existent. Effectivement, pour 72% des Français, l'IA est un enjeu de société, bon, on est tous d'accord. 64%, pour 64%, l'IA constitue une menace. Alors c'est très intéressant par rapport à la présentation qui nous a été faite ce matin, où on disait qu'en Chine, par exemple, 65% des personnes ont confiance en l'intelligence artificielle. Nous, c'est inversé, on est 64% à considérer cela comme une menace. Alors pourquoi une menace ? Parce que justement, par rapport à ces données qui sont notamment recueillies par les systèmes d'information, des capteurs, que ce soit les objets connectés, tous ces systèmes, en fait, ces plateformes algorithmiques qui se développent, comment vont être utilisées ces données ? Qu'est-ce qu'elles servent à tracer et quel est l'enjeu de pouvoir et de surveillance derrière tout cela ? Donc c'est une question culturelle. Nous avons une appréhension plus forte, par exemple que les Chinois, autre exemple qui a été cité aujourd'hui. Et justement, par rapport à cette protection des données, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut coupler en fait cette analyse, cette appréhension finalement de l'intelligence artificielle en France, avec justement la protection des données, où on retrouve, de manière assez logique, que 66% des personnes sont sensibles à la protection de leurs données. C'est un sondage en fait qui a été réalisé par la CNIL au mois d'octobre dernier, donc relativement récent, et parce que ces personnes craignent avant tout la perte, le vol et le piratage de leurs données, mais bien au-delà, quelle est l'utilisation de ces données qu'on va pouvoir faire. Effectivement, on a vu une augmentation importante du nombre de plaintes auprès de la Commission nationale informatique et liberté, une augmentation de 34% quand même. Mais il faut savoir qu'en fait, la majorité des plaintes concernent le consentement, c'est-à-dire que les personnes estiment
qu'il y a eu un défaut d'information lorsque leur consentement a été recueilli ou n'a pas été recueilli. C'est-à-dire qu'à leur insu, ils considèrent que des données sont collectées, ils ne sont absolument pas d'accord avec cette collecte déloyale, en quelque sorte, de leurs données qu'ils s'effectuent, parce que quand même on vous demande un consentement, on vous dit, voilà, m'autorisez-vous, moi entreprise ou moi État, à collecter vos données pour telle finalité. Les personnes pensant être informées disent oui, la réalité c'est que les finalités, l'intégralité de toutes les finalités sont rarement portées à la connaissance des personnes qui y consentent. Donc c'est un consentement quelque part purement théorique, où on ne maîtrise pas complètement ces données. Donc quelque chose est totalement cohérent par rapport à ça. Et la vraie question, le véritable enjeu derrière tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle va servir les êtres humains ou est-ce qu'au contraire elle va les asservir? Et même au-delà, est-ce que l'intelligence artificielle va être utilisée par certaines personnes pour en asservir d'autres? Et en fait, derrière tout cela, il y a des enjeux qui sont, pour moi, bien plus importants même que des questions de guerre entre États, géopolitiques, géostratégiques, en matière de propriété des données, qui détient les données, qui va remporter ce combat de l'intelligence artificielle, au sein même des États, qui a le pouvoir véritablement sur ces données. Est-ce que l'État a véritablement toujours le pouvoir? On va voir qu'en matière de justice, par exemple, des vraies questions se posent par rapport à tout cela. Et quel va être l'avenir et le contrôle, en fait, que nous aurons par rapport à ces données. Mais on va voir déjà comment se fabriquent en réalité ces données. Et là, je vais donner la parole à Véronique. Merci Cécile. Voilà. Alors, on s'est intéressé finalement aux données, d'où elles viennent, en particulier aux objets connectés, puisque finalement c'est un sujet dont on parle quasi quotidiennement. Et donc en fait, on s'est rendu compte en se penchant sur cette chaîne que d'un simple objet connecté qui nous paraissait finalement être dans le modèle je capture mon environnement avec des observations, je prends ma décision et j'agis, on se rendait compte finalement que l'objet connecté nous augmente. Alors comment se passe cette chaîne? C'est pas sans contribution en fait, si on est augmenté, c'est justement en finalement donnant nos données au système qui est derrière nous, les opérateurs, tout d'abord ceux qui ont construit le système objet connecté ainsi que les capteurs qui sont embarqués dessus. Ensuite, on envoie nos données sur les opérateurs de connexion vers les opérateurs de service qui vont effectuer un traitement raffiné. Et c'est avec ce traitement raffiné qui va ensuite être également augmenté par toutes les communautés auxquelles on appartient. Donc, par exemple, les communautés de user experience, comme Facebook et tous les GAFA, en fait, dont on parle assez souvent et quotidiennement, et voire même les institutions qui nous apportent finalement cette connaissance, va nous augmenter et nous permettre de prendre une décision. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, l'exemple d'un parking, où finalement, je suis tout seul avec mon objet connecté et je cherche à avoir la meilleure place de parking dans une ville que je ne connais pas. Et finalement, au bout du compte, eh bien, je vais avoir l'information qui m'est restituée. Donc à partir de là, on se pose la question finalement du consentement par rapport à ces données. Voilà, et c'est vrai que, est-ce que justement la loi peut être un outil pour que nous puissions maîtriser nos données? Alors vous savez tous qu'une importante réglementation est développée en matière de protection des données personnelles. J'ai été très intéressée tout au long de la journée où beaucoup d'industriels ont dit mais finalement pour nous c'est très bien cette réglementation de protection des données. Ça nous offre peut-être la chance de gagner la bataille avec justement tous ces États comme les États-Unis, la Chine qui n'ont pas le même degré de protection et ça nous procure un avantage concurrentiel pour récupérer nos données et pour justifier que nous ne les donnions plus comme nous le faisions avant à ces entreprises américaines, chinoises ou autres. Alors c'est vrai que la réglementation, en fait, elle est très importante. Ça provient d'une loi informatique et liberté qui date de 1978, quand même, rien de nouveau. Vous connaissez tous le règlement général de la protection des données personnelles européen qui est rentré en vigueur dernièrement au mois de mai dernier, qui a engendré en fait une modification de la loi au mois de juin 2018 au niveau français, puisqu'il s'agissait en fait sur certains points de pouvoir adapter finalement la réglementation européenne à notre propre conception en fait des choses, et qui a déjà engendré une nouvelle ordonnance du 12 décembre dernier en fait pour encore remodifier la loi sur certains points qui avaient été pris au mois de juin. Donc vous voyez quelque part c'est quelque chose d'extrêmement évolutif.
Et par rapport à tout cela, on a fait une classification des données. Alors pourquoi je vous fais cette classification des données que vous connaissez sans doute tous déjà sur les données personnelles, les données sensibles, les métadonnées, les données de connexion? C'est tout simplement parce qu'en fait, en fonction de la catégorie des données, le consentement qui vous sera demandé ne sera pas le même finalement. Pour les fameuses données personnelles, toutes celles qui permettent en fait d'identifier directement ou indirectement une personne par référence à ces fameux numéros d'identification ou par un ou plusieurs éléments qui leur sont propres, ça permet effectivement, ça inclut en fait des éléments qui sont très indirectement nominatifs et par recoupement en fait vous pouvez avoir une donnée au départ qui va pouvoir devenir une donnée personnelle. Donc ça c'est pour la première catégorie simple. Ensuite, vous allez avoir quand même un véritable questionnement qui s'est posé concernant certaines données. Le cas de l'adresse IP, pendant des années, on s'est interrogé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une donnée personnelle ou non? Parce qu'on s'est dit, finalement, ça identifie une machine, ça n'identifie pas un être humain. Quand vous allez placer quelqu'un en garde à vue, vous allez interroger un être humain qui va devoir répondre en responsabilité de ses actes et non pas une machine. Imaginons que vous êtes dans un endroit où plusieurs personnes se servent d'une machine, laquelle est coupable, pas coupable, qui est responsable. Donc en France, on a eu un frein pendant plusieurs années. La position européenne était déjà beaucoup plus claire par rapport à ça. Pour la position européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, il s'agissait en fait d'une donnée personnelle. Effectivement, la France a mis quand même 5-6 ans à l'admettre. Et effectivement, finalement, on a admis que l'adresse IP est une donnée personnelle. Donc c'est une notion, comme vous le comprenez, très évolutive. Le règlement européen, lui, a une définition beaucoup plus extensive, en fait, des données personnelles, puisque ça inclut des éléments que nous, Français, nous ne considérons pas être une donnée personnelle, mais une donnée sensible, à savoir notamment des éléments spécifiques à une identité physiologique, psychique, économique, culturelle et sociale, ce qui, nous, en fait, rend la frontière assez floue avec des données sensibles, puisque pour nous, les données sensibles, effectivement, ce sont celles qui font apparaître toutes les prétendues origines raciales, ethniques, opinions politiques, philosophiques, religieuses, toutes les données pour lesquelles justement votre consentement va être requis, à l'inverse des données personnelles où un consentement implicite finalement suffirait. Pour les données sensibles, il faut véritablement votre consentement. Ce qui inclut aussi certains cookies. Et là, c'est très intéressant, ça recoupe avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, en fait, la plupart des données qui sont collectées, qui vont servir à l'analyse, ce sont des données comportementales, généralement, et effectivement, ce sont des données sensibles, et certains cookies, on va recueillir votre consentement, il faudra qu'il soit explicite, alors que certains non, on considérera qu'effectivement, par principe, vous êtes d'accord avec certaines orientations. Vous avez encore une autre catégorie de données qui sont les données de connexion, mais qui là encore ont fait l'objet d'une loi, la confiance en l'économie numérique qui date de 2004, c'est relativement ancien, qui a encore été modifiée le 23 octobre dernier, qui permettent l'identification du titulaire d'un abonnement, donc depuis un numéro de téléphone, une adresse IP. Ça va notamment servir en matière de renseignement et ça va permettre de donner effectivement des éléments très intéressants avec qui vous vous connectez, à quelle fréquence, à quelles heures. On va pouvoir, à partir de ces éléments-là, savoir quel est votre degré de proximité avec une personne. Effectivement, si vous écrivez à 2 heures du matin à une personne qui va vous répondre à 4 heures et que ça se répète de manière assez dense, on va penser, peut-être à tort ou à raison, que vous avez quand même des liens suffisamment très proches avec cette personne pour pouvoir en conclure un certain degré d'intimité. Pour les métadonnées, en fait, là, il y a un peu une réglementation, c'est un peu comme les cookies, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des données qui accompagnent les données principales, comme je vous l'indique, dans une communication téléphonique, la donnée principale est la voix. Les données de connexion, durée, localisation, le type d'appareil utilisé, ce sont des métadonnées. Donc la question était de savoir, est-ce qu'on considère que ce sont des données personnelles ou pas ? Parce que dans ce cas-là, elles sont soumises à la réglementation et en fait, tout simplement, tant qu'elles demeurent liées à des données personnelles, on va considérer que par extension, finalement, ce sont aussi des données personnelles, donc soumises à la réglementation. Donc justement, s'agissant de ces fameuses métadonnées et données, je passe la parole à Véronique. Donc en fait, ces données, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient fabriquées dans l'espace. Dans le cyberespace.
Et donc, ces données peuvent venir finalement de beaucoup de documents finalement que nous manipulons au quotidien. Et là, vous avez un exemple, ça peut être un document PDF où vous auriez laissé, par exemple, l'information d'un appel d'offres que vous auriez oublié d'enlever quand vous avez envoyé à votre interlocuteur. Mais ça peut être également des données que vous n'avez pas souhaité finalement communiquer, qui ont été prélevées, si je puis me permettre ainsi, sur vos cookies. C'est ce que vous voyez en fait en bas à droite, où on voit tous les cookies qui sont en permanence collectés sur votre ordinateur depuis vos navigateurs et qui finalement sont lus, sont traités et manipulés par des outils de l'IA de sites spécifiques qui va faire par exemple du marketing ciblé, mais qui peut aussi soustraire d'autres informations. Donc en fait, la question qui se pose là, maintenant, à ce stade, comme le disait Cécile tout à l'heure, tant que ces données sont liées, finalement, elles seront données personnelles. Et ça oblige finalement à aller à l'étape suivante, qui est de dire, mais quels sont finalement tous les types de données. Donc on est passé tout à l'heure avec le capteur, je vous ai montré un petit capteur qui capte les observations de l'environnement, qui sont des données brutes, mais il y a aussi ces données qui vont être transformées par votre propre objet connecté, qui vont ensuite devenir des données publiées, partagées avec votre acceptation, puisque vous avez généralement mis OK, et ensuite qui vont aller finalement sur des réseaux sociaux, Facebook, et qui sont aussi également véhiculés par des données de connexion, comme les adresses IP, on l'a vu tout de suite, et qui vont ensuite être raffinées par les opérateurs pour pouvoir faire de tout cela une donnée intelligente. Alors la question qui se pose par rapport à toutes ces données, c'est quelle classification on peut donner. Donc déjà, c'est vraiment ça une vraie perspective, puisque aujourd'hui, toutes ces données-là sont finalement en vrac, si je puis dire. Et comment traite-t-on ces données ? Donc déjà, comment on peut les qualifier ? C'est en fait aujourd'hui ce qu'on appelle des métadonnées massives, ce sont des big data. Et ces big data-là sont finalement une mine d'informations pour faire des tas d'opérations, déjà ne serait-ce que du marketing ciblé, mais aussi du renseignement. Mais en revanche, ces traces informatiques qui vont finalement dévoiler un certain nombre de choses posent un certain nombre de problèmes pour les traiter de manière massive. C'est leur volume. Ces quantités sont énormes, c'est plusieurs téraoctets parfois par heure ou par jour. Elles ont une grande variété, c'est-à-dire que mettre des outils avec des modèles statistiques, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est pas toujours évident, puisque si elles varient, elles vont passer à travers les patterns, enfin ce qu'on appelle les modèles. Ensuite, la variabilité, c'est-à-dire que la même donnée, la même action à des moments différents ou dans des contextes différents va pas être la même. Et ensuite, c'est finalement difficile d'avoir des outils, des modèles qui peuvent, indépendamment de contexte, pouvoir avoir toujours le même comportement. Donc, du coup, a-t-il des solutions à cette question-là ? Les outils l'IA sont-ils finalement un apport ? Alors oui, évidemment, on peut céder des outils de l'IA pour faire de la classification, c'est-à-dire repérer certains textes, certaines données, et ensuite en extraire des classes. Donc il existe finalement des possibilités avec les outils de l'IA, c'est de pouvoir compter, faire des statistiques, éventuellement observer des tendances et permettre des tris et des filtrages. Mais le problème qu'on va rencontrer, il est, comme le montre le slide suivant, la possibilité de finalement relier les données. Donc nous avons vu tout à l'heure avec Cécile que le problème, c'est quand ces données personnelles commencent à retrouver des liens et donc du sens. Et donc là, on est dans un cas où il y a 3 bases. Il y a une base, par exemple, de rendez-vous médical, où la donnée est structurée, on sait qu'il y a une pathologie donnée, on sait que c'est dans un département donné, c'est même l'utilisateur qui clique au fur et à mesure où il prend son rendez-vous qui donne ces informations-là. Dans les autres bases, ce sont des bases à données ouvertes qui sont anonymisées. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de champs, le genre, le département, également la pathologie. Et en fait, on se rend compte que si on arrive au fur et à mesure de franchir une petite étape, étape par étape, on va pouvoir réidentifier jusqu'à pouvoir finalement à un moment donné donner une forme d'intelligence à ces données et arriver vers l'identification d'un individu, enfin d'une personne et d'un patient.
Donc le problème, c'est Oui. la rénotification de ces données. Oui, le gros problème, effectivement, c'est comme on le disait, un simple rendez-vous pris sur une plateforme de prise de rendez-vous médicaux, par exemple. Vous pensez simplement prendre un rendez-vous. D'abord, en fonction de la spécialité du médecin, ça peut dire quel genre de pathologie vous pourriez être atteint. Vous savez que les données sensibles, Guillaume Poupard, le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a bien rappelé qu'effectivement, c'est une des données les plus convoitées. Parce que, ne serait-ce que sur le marché noir de la cybercriminalité, ça se vend extrêmement cher, que ce soit des entreprises, savoir quelles sont l'utilisation qu'elles peuvent faire par rapport à ça, au niveau des assurances ou autres. Donc, tout le problème, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces plateformes, petite parenthèse en plus, peut-être quelque chose que vous ne savez pas, sont également contestées par les médecins qui voient apparaître leurs coordonnées, c'est-à-dire qu'on veut les forcer à adhérer à cette prise de rendez-vous en ligne, alors que eux ne sont la plupart du temps pas demandeurs. Il y a d'ailleurs actuellement un recours qui est fait, je ne citerai pas le nom de la société, vous aurez peut-être sans doute déjà identifié, où ils ne sont absolument pas d'accord pour pouvoir comme ça faire des prises de rendez-vous en ligne, parce que eux, comme nous avocats, on est quand même tenus au secret professionnel. Les gens viennent nous voir parce qu'il y a une relation de confiance, et on ne va certainement pas disperser leurs données. Au niveau judiciaire, nous avons, nous les avocats, une même difficulté avec une autre société qui commençait à disperser des jugements sous prétexte de faire de la compilation de jurisprudence de décisions de justice, où vous aviez des décisions de justice qui n'étaient pas anonymisées. Et donc, vous pouviez vous retrouver comme ça, en pâture, où les gens vont pouvoir savoir quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer avec votre employeur devant un conseil de prud'homme, quels sont les problèmes que vous avez pu avoir dans votre vie privée, est-ce que vous avez divorcé, est-ce que vous avez une succession qui se passe mal, etc. Donc, quand même, ça pose un sacré problème. Donc, cette société est actuellement en train d'être dans le collimateur de la justice. Mais c'est vrai que ça pose quand même un véritable problème, et on en revient toujours au fameux consentement. Je vous le disais, le consentement est variable selon la catégorie de données. Pour les données personnelles, le consentement que vous donnez peut être implicite. On considère que vous utilisez un service, vous êtes d'accord pour la collecte de vos données. Les données sensibles, donc les fameuses données de santé, vous êtes censé avoir donné un consentement explicite et positif. Cela étant, il y a quand même 12 exceptions qui sont prévues par la loi française, dont fait partie le domaine médical, parce qu'on veut développer notamment l'open data des données de santé. Alors, parfois dans des buts très nobles, pour pouvoir prévenir des maladies, mieux les guérir, tout n'est pas noir, ce n'est pas la question. La difficulté est que c'est vrai que ça fait partie des exceptions qui sont visées, ou pour des données de santé, dans la volonté de développer l'intelligence artificielle, votre consentement, finalement, qui doit être explicite et positif, finalement, on vous le demandera pas tellement, en vérité. Ce consentement express, libre, spécifique, éclairé et réversible. Alors spécifique pour une finalité donnée, on en a déjà parlé. Est-ce que vous avez toutes les informations par rapport aux finalités à quoi véritablement vont servir vos données? Eh bien non, généralement. Il y avait une étude américaine qui date un peu d'il y a 5 ans qui avait examiner qu'en fait les données, quand vous donnez votre consentement à une société, souvent elle est revendue, vos données sont revendues à environ 70 entreprises différentes. Évidemment, on ne vous a pas forcément donné tout le nom de ces sociétés, quoique maintenant avec le RGPD, quand vous surfez, vous voyez maintenant certains sites quand même se sont mis en conformité, vous voyez toute une liste d'entreprises qui apparaissent et on se dit « Ah quand même, ça fait beaucoup ». Et effectivement, le silence ne vaut bien évidemment pas acceptation. C'était toute la question qui s'était posée, vous savez, la fameuse case précochée, c'est-à-dire pour vous faciliter les choses, on admettait d'office que par défaut vous étiez d'accord. Tout ça est bien évidemment plus possible avec la nouvelle réglementation de protection des données personnelles. Donc pour éviter ces problèmes de consentement, on a prévu des sanctions. Les sanctions qui existent au code pénal, donc 5 ans de prison, 300 000 € d'amende, si une société s'amusait effectivement à recueillir des données sans votre consentement. Le RGPD, vous le savez, 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros pour ces questions de consentement. Par contre, vous avez des condamnations qui sont symboliques. On vise, tant qu'à faire, aussi les entreprises américaines, puisqu'on se livre dans une bataille de données de souveraineté entre États. Mais la vraie question est la confiance, finalement, parce qu'on a vu que le consentement, ça reste quelque chose d'extrêmement théorique. Donc, comment faire que les personnes adhèrent à l'intelligence artificielle, qu'ils considèrent comme une menace pour quand même la majorité d'entre eux? Les citoyens ont déclaré vouloir garder la maîtrise, en fait, de leurs données, que l'humain garde le contrôle, c'était le rapport de la CNIL. Ils craignent effectivement majoritairement la perte de contrôle, la normativité, l'enfermement algorithmique, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans votre propre système, on le sait tous,
On aime certaines pages, donc on va vous en suggérer qui finalement correspondent un peu, qui sont dans la suite de la même idée, donc vous allez assez peu évoluer à ce niveau-là. Et surtout la collecte disproportionnée de leurs données personnelles. Alors le recours à la réglementation en réalité n'est pas suffisante en matière de consentement, on l'a compris. Donc on a eu l'idée au niveau de l'intelligence artificielle de prévoir des garde-fous. Parce que la sanction, il faut engager des procédures judiciaires, tout cela est assez long, assez compliqué. On voudrait en amont, en fait, à titre préventif, au-delà du privacy by design, dont a parlé Guillaume Poupard ce matin, prévoir une loi en fait qui oblige d'office les plateformes, par exemple, qui utilisent des algorithmes, à se mettre en conformité. Pour ça, on vous dit qu'il y a l'impossibilité d'automatiser une décision qui aurait des effets juridiques sur une personne, qui conduira à un certain profilage, sans un contrôle de l'être humain. Donc ça, c'est un article 10 de la loi de 1978. On vous dit qu'aussi, il faut absolument, on a parlé beaucoup aujourd'hui de transparence et de loyauté, c'est-à-dire que vous devez savoir pour quels motifs, quels sont les algorithmes utilisés, comment ils sont paramétrés, quels sont les critères finalement de classement qui sont effectués pour qu'il y ait une prise de décision. Donc ça, c'était une loi pour la République numérique qui date du 7 octobre 2016, qui a conduit à un article du Code de la consommation, c'est un article L 111-7 qui vous dit, voilà, les plateformes algorithmiques doivent être loyales, elles doivent être transparentes. Et l'interdiction de la discrimination, on en a aussi parlé ce matin, c'est-à-dire que les fameux biais, les fameux paramètres qui sont effectués ne doivent pas conduire à prendre des décisions qui introduiraient une discrimination qui est sanctionnée en fait par notre code pénal. Eh bien, en réalité, on avait eu des expérimentations, donc Compass aux États-Unis et ART au Royaume-Uni, où effectivement, concernant des enquêtes policières, on voulait pouvoir anticiper le taux de récidive d'un délinquant et se dire, voilà, en fonction des éléments, donc les personnes devaient répondre à environ 137 questions qui ne concernaient pas seulement le fait lui-même, mais leur genre, la localisation. 137 questions, c'était beaucoup. Et par rapport à tout ça, on arrivait à déterminer un profil qui devrait aider le juge à la décision pour lui dire « Oh, attention, celui-là, il présente des risques de récidive très importants, donc condamnez-le plus fermement, il faut qu'il comprenne bien les choses. » On s'est aperçu qu'en réalité, c'était totalement discriminatoire et que bon, la réalité de ces outils n'était absolument pas vérifiée. On s'est aperçu que ça engendrait une discrimination, à savoir que les populations noires ou hispaniques étaient visées comme étant potentiellement beaucoup plus récidivistes que les populations blanches, sans que cela puisse véritablement reposer sur des faits avérés concernant une personne. Une personne peut très bien se situer des deux côtés. Donc on s'est aperçu qu'en réalité, toutes ces questions de transparence et de loyauté n'étaient pas véritablement appliquées. Alors ce qui est très intéressant, on se dit il y a la réglementation, les plateformes doivent s'y soumettre, mais l'État lui-même, est-ce qu'il s'y soumet à cette question de réglementation ? En fait, ce qui est très étonnant, vous avez eu des réformes, vous connaissez tous Parcoursup, dans le domaine de la justice, c'est pareil, on a une réforme qui a été adoptée très récemment, vous avez une loi du 23 mars 2019 qui prévoit effectivement la résolution de litiges, alors amiables, par le biais de plateformes algorithmiques pour des litiges d'une valeur inférieure à 5 000 €. L'Estonie, d'ailleurs, quasiment au même moment, à moins d'intervalle, a effectivement pris la même décision, donc entérinée par les États, de mettre en place ce même système de règlement des litiges, mais là, on a légèrement augmenté la valeur à 7 000 €. Donc, ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'État, en fait, les États respectent ces règles de transparence ? En fait, on a l'exemple, par exemple, avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous connaissez tous le parcours, on est passé d'ABP qui fonctionnait pas très bien à Parcoursup. Et là, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'État, qui est censé montrer le modèle quand même au niveau de la transparence, ne veut absolument pas, en fait, révéler quels sont les critères des plateformes algorithmiques, sur quoi est effectuée la sélection. Ce qui a conduit à une énorme crispation entre les étudiants, les universités, et finalement qui a abouti à un recours judiciaire en fait par un syndicat étudiant et qui a abouti donc à une décision du tribunal administratif de Guadeloupe, donc 4 février dernier, où on a dit non, vous l'État, vous devez absolument donner aux personnes les critères sur lesquels elles sont choisies et vous devez être transparent, vos plateformes doivent être transparentes. Donc c'est intéressant de noter que quand même l'État a un positionnement difficile. Alors beaucoup d'entreprises disent oui, mais dévoiler en fait comment on a conçu cette machine nous fait perdre en fait, d'abord il y a le secret des affaires, mais finalement les États utilisent exactement la même argumentation, bon quand même différemment, là je caricature un peu,
Les entreprises américaines vont vous dire « mais non, on ne va pas vous donner les règles de transparence, il y a le secret des affaires ». Le secret des affaires, vous ne pouvez pas nous demander de dévoiler. Nous, on a un avantage concurrentiel, on ne va pas effectivement se mettre en difficulté par rapport à ça. Nous refusons, nous nous protégeons derrière le secret des affaires. Pour l'université, on vous disait, il y a le secret des délibérations. Donc, effectivement, on ne va pas pouvoir tout révéler parce qu'il y a quand même une marge d'opacité qu'on doit préserver. Alors, des fois, c'est de bonne foi. Parfois, c'est aussi pour dissimuler en fait les erreurs, parce que l'intelligence artificielle, on a parlé des biais, on a parlé beaucoup de problématiques qui se posent, ce n'est pas un outil, performant, avéré au jour d'aujourd'hui, qui fonctionne parfaitement bien. Donc, il y a quand même, au niveau de l'adhésion des citoyens, on sent un mouvement où est-ce que les personnes vont accepter finalement d'être jugées par des plateformes? Est-ce qu'on va pouvoir déterminer une orientation professionnelle par une plateforme qui va décider dans quelle université ou quelles études vous allez faire et à quel endroit. Donc beaucoup disent, voilà, le code, c'est la nouvelle loi. Et là, c'est la partie la plus intéressante, à savoir que les entreprises numériques elles-mêmes revendiquent une part de collaboration à l'élaboration de la norme. On a parlé aussi des tableaux de Gustave Courbet, voilà, l'origine du monde, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, qu'est-ce qu'on peut mettre sur des plateformes. On va réguler en fait des contenus illicites, on va estimer qu'on va les enlever. C'était intéressant. Au niveau des élections européennes, Twitter a refusé en fait de reporter un argument en fait dans le cadre des élections européennes d'un parti actuel en disant non, mais nous... Vous avez peut-être mis en place une loi sur les fake news, mais nous, on ne veut pas se mettre en difficulté, donc c'est simple. Tous les contenus politiques pour les élections européennes, on refuse. On va les éliminer d'office de la plateforme Twitter, donc c'est intéressant. Les entreprises numériques se positionnent aussi comme véritablement presque comme un pouvoir législatif. Il est intéressant de voir que des fonctions régaliennes comme la justice ou comme le fait de battre monnaie, Facebook a dit « moi je crée ma propre cour d'appel ». Je vais juger mes litiges. Il s'attribue des fonctions judiciaires. C'est très intéressant. Et très dernièrement, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, il dit « mais je vais battre monnaie, je vais mettre en place une crypto-monnaie qui échappe en réalité au contrôle de tous les États et je suis un contre-pouvoir de l'État. » Donc véritablement, je reviens à mon propos introductif, est-ce que la souveraineté, finalement, ce n'est pas qu'une question entre États, c'est même au sein même d'un État que vous avez des entreprises qui sont devenues tellement puissantes qu'elles décident maintenant de rendre justice, qu'elles décident de battre monnaie, en quelque sorte, et la question qui se pose est quel contrôle nous avons sur ces sociétés privées. On va abandonner la maîtrise, c'est pratique, on aime les solutions de facilité, c'est rapide, on se dit c'est neutre, ça ne l'est pas. Les gens sont assez peu dans la compréhension véritablement comment fonctionnent les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et donc, quel avenir en véritablement pour la démocratie? Nous le verrons dans les années à venir. Voilà, merci. Merci. Sans transition, on passe avec Nicolas Masucci, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique en charge du domaine cyber, docteur en géographie économique et maître de conférence, qui va nous parler de la sécurité des données dans la perspective chinoise. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez présenté, moi je suis pas du tout un technicien, je suis un géographe. Et donc, comme je suis un géographe, je vais vous faire une présentation qui en fait est un cas d'étude géopolitique sur les questions d'IA sécuritaire en Chine. Pas du tout orienté sur la technologie elle-même, je serais bien capable de le faire, mais plutôt sur l'architecture, on va dire, politico-économico-technologique chinoise pour comprendre en fait son mode de fonctionnement, la manière dont elle se déploie et ses possibilités. Justement, on parlait à l'instant on va dire, pour employer un mauvais terme de mauvais anglais, de l'empowerment des sociétés privées. On va voir que justement, en Chine, le pouvoir, ça reste le pouvoir et c'est sûrement pas celui des sociétés. Alors, pour ça, il faut revenir à la volonté centralisée du comité central du Parti communiste chinois et ce qui a été déjà présenté un certain nombre de fois, mais je vais rentrer un peu plus en détail à l'intérieur sur finalement la vision chinoise de l'intelligence artificielle. Donc on a eu le 13e plan de sciences et technologies en 2016, la stratégie IA en 2017, avec l'idée de rejoindre les États-Unis vers 2020 en termes de capacité et achever une prédominance vers plutôt 2030 selon les Chinois. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder la brique de 2025, qui elle est finalement la brique centrale. On va fixer les normes.
La Chine a très bien compris, dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme dans l'ensemble des domaines, en réalité, de l'économie mondiale, que la puissance dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la puissance américaine, c'était pas une puissance de l'économie, c'était pas une puissance du militaire, c'est une puissance de la norme. C'était la capacité à édicter des normes nationales qui après devenaient des normes de niveau mondial. Donc l'idée de la Chine, c'est de faire exactement la même chose sur l'intelligence artificielle. Alors j'ai pris des petits extraits justement de cette stratégie intelligence artificielle de 2017, vous voyez, fully support science and technology, the economy, social development and national security. Et justement, le diable étant toujours dans le détail, je vais m'attarder beaucoup sur cette notion de sécurité nationale en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, en quoi cette notion de la sécurité est aussi encapsulée dans les documents chinois dans d'autres notions. Alors que c'est quelque chose d'assez protéiforme, et donc c'est cette vision chinoise de la sécurité comme étant finalement un élément qui est extrêmement transverse à toute sa politique technologique, sur l'IA, mais pas uniquement sur l'IA. Vous allez voir que ça irrigue un certain nombre de choses. Donc les secteurs prioritaires qui sont annoncés, donc ce qui s'appelle Intelligence Services, éducation médicale, etc., Intelligence Governance, et là on voit arriver le mot magique de Smart Cities, qui en Chine n'a pas du tout la même définition qu'ici. Voilà, en Chine, les smart cities, on ne parlera pas forcément de villes intelligentes dans le sens où on a ce terme-là, on va dire, dans le monde euro-atlantique, c'est-à-dire une ville dotée de capteurs qui sont destinés à maximiser un certain nombre de choses, les réseaux électriques, la distribution d'eau, de gaz, etc. La smart city chinoise, et c'est très intéressant, c'est, on va dire, la ville sécuritaire, c'est la ville qui vous observe. La ville, elle devient intelligente à partir du moment où elle est capable de contrôler les gens qui sont dedans. Pas à partir du moment où elle est capable de leur fournir des services plus efficients. Et déjà, cette notion de smart city à la chinoise, elle encapsule déjà une idée sécuritaire. C'est déjà présent là-dedans aussi. Vous avez la question, évidemment, la sécurité nationale, alors qui là, pour le coup, c'est le vrai continuum sécurité-défense. Et vous avez le dernier aspect qui lui aussi est très intéressant du point de vue sécuritaire, c'est ce qu'on appelle social interaction, mutual trust, la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, l'interaction sociale, et ça va être justement au cœur d'une des idées et d'une des techniques en fait chinoises de cette question d'IA sécuritaire, qui va être donc justement le crédit social, qui rentre dans cette vision de la Smart City, qui rentre dans cette vision de la National Security, mais aussi donc, dans cette dernière vision de la Social Interaction. Graphique relativement connu, je ne vous le présente pas forcément énormément, donc c'est finalement la prédiction d'une forme de rattrapage, tout au moins au niveau des publications scientifiques. Bon, ça, c'est connu, on y reviendra après. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous présenter finalement l'argent qui est mis à l'intérieur. Parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous voyez donc sur le petit graphique qui est à ma droite qu'à partir de, finalement, avant 2014, il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout, et qu'à partir de 2014, on est sur une exponentielle, alors pas forcément sur le nombre de deals qui, lui, diminue un petit peu en 2018, mais en tous les cas, sur les montants investis, sur tout ce qui est technologie de reconnaissance faciale en Chine, on est sur une véritable exponentielle sur les montants, pour une raison très simple. 2014, c'est le moment où où est mis en place, commence à être mise en place, puisqu'elle sera mature qu'en 2020, le projet de crédit social. Voilà. Donc la reconnaissance faciale en Chine, c'est du crédit social. La reconnaissance faciale en Chine, ce n'est pas que du sécuritaire, ou plutôt le sécuritaire n'est pas que du sécuritaire au sens où nous l'entendons, puisque c'est véritablement une notion protéiforme qui est, moi ce que j'appelle la martingale du Parti communiste chinois, sur véritablement l'idée de contrôler cette population, à la fois dans le sens de cette espèce de confiance mutuelle sociale, mais aussi de la problématique sécuritaire. C'est alors moi j'appelle le néopanoptique, puisque bien évidemment vous avez cette idée, comme on l'a déjà montré, de je traverse la rue en dehors du passage piéton, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Je suis affiché par tout le monde, le but étant in fine de plus jamais être affiché, et donc de ne plus traverser en dehors des clous. Et ça, l'intérêt, c'est qu'on va appuyer toute cette politique chinoise sur les startups locales à fort potentiel. La plus connue étant SenseTime, et donc avec on va dire sa solution qui s'appelle SensePortrait S, qui est le principal outil IA qui en ce moment est utilisé en Chine, justement en termes de reconnaissance faciale par rapport à cette idée de crédit social. Voilà. Donc on est dans ce système-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est facile, c'est la question des données. Donc on était sur le RGPD, c'est bien, on va aller sur l'inverse du RGPD. Voilà. En Chine, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est l'évolution de la législation en 2016, la Cyber Security Law. Alors en 2010, vous aviez eu un livre blanc déjà sur le cyberespace qui avait
plus ou moins poser le contexte de manière relativement claire. Hein. Sur le territoire chinois, Internet, c'est la souveraineté du gouvernement chinois. Donc, en gros, tout ce qui se passe dans le cyberespace en Chine, c'est la Chine. En 2016, on est allé beaucoup plus loin. Là, on est allé directement sur les données. Donc, vous avez l'article 9 de la loi en question. C'est pas très compliqué. Tout ce qui est les acteurs critiques. Alors, les acteurs critiques, c'est un peu tout. Hein. C'est les fournisseurs d'accès, les opérateurs de réseau, les équivalents locaux des OIV, etc. ont la nécessité, enfin pas la nécessité, ont l'obligation de travailler avec les services de l'État et de leur donner toutes les données qu'ils demandent de toutes les manières possibles. Voilà. Donc de là à dire que les données en Chine sont propriétaires du gouvernement, finalement, on n'en est pas très loin. Disons que le gouvernement a un accès absolument illimité à toutes les données de toutes les catégories possibles et imaginables, hein, qu'elles soient justement des données personnelles, non personnelles, voilà. Et c'est là qu'il faut comprendre justement que cette capacité, finalement, j'allais dire, c'est Max Weber un peu amélioré. Hein, le monopole de la violence légitime, c'est la loi en réalité, c'est pas forcément la police. Donc, par la capacité de la loi, finalement, le gouvernement chinois se donne les moyens d'avoir la capacité de fournir à toute son architecture économico-technologique les moyens de développer les technologies dont il a besoin justement pour achever sa stratégie IA un peu multiforme. Je rentre un peu plus dans le détail de cette architecture. Alors, je parlais de continuum sécurité-défense tout à l'heure, on est en plein dedans. Le centre, finalement, le cœur battant de la Chine dans l'intelligence artificielle, et principalement cette intelligence artificielle, on va appeler sécuritaire, c'est la National University of Defense Technology, le NUDT. Alors, en Chine, vous avez 42 académies militaires. Ces 42 académies militaires, vous en avez 2. Tout à fait en haut de la pyramide d'architecture chinoise, vous avez la National Defense University, donc c'est un peu l'équivalent de l'école de guerre en France. Et vous en avez une deuxième, donc qui s'appelle la National University of Defense Technology, qui sera un peu un équivalent d'école de guerre, mais centré exclusivement autour de la technologie. Voilà, technologie, on va dire, d'essence militaire ou d'essence sécuritaire. Vous avez environ un corps professoral qui est d'environ 2000 professeurs, et vous sortez de cette université chaque année, enfin de cette académie militaire chaque année, plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'officiers supérieurs ingénieurs. Et la recherche, on va dire fondamentale et même appliquée, puisque je vous ai mis un petit programme, donc vous avez le programme Hanbot, donc qui a été déployé à partir de fin 2016, je crois à l'aéroport de Shanghai, si mes souvenirs sont bons, va justement permettre, en fait, être la brique fondamentale qui va permettre d'avancer sur la recherche en intelligence artificielle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, déjà, ils ont énormément de, on va dire, comme je vous ai dit, de chercheurs, on va dire, sciences de l'information et de la communication, mathématiques, etc. Mais ils vont croiser ça, en fait, avec un centre à l'intérieur, dont j'ai eu la chance de rencontrer le dirigeant, qui s'appelle le Center for National Security and Strategic Studies, c'est-à-dire qu'ils vont mixer ça avec une vision, on va dire, socio-géopolitique. Ils ne vont pas rester exclusivement dans une vision qui est très science dure. Au contraire, il y a toujours un croisement qui est fait en permanence avec les questions, alors je n'irai pas jusqu'à dire d'acceptabilité sociale, en Chine c'est peut-être un peu, comment dire, c'est peut-être un peu osé comme terme, mais tout au moins d'adaptation, on va dire, des programmes à de l'usage social, à des questions géopolitiques, à ce genre de choses-là. Et inutile de dire que Hanbot, pour l'instant, il fait plutôt de la reconnaissance faciale dans les aéroports, mais les technologies qui sont utilisées à l'intérieur, ce ne serait pas très étonnant qu'un de ces jours, on les voit arriver sur des choses qui seront plutôt déployées, soit en Chine dans des régions qu'on va dire sensibles, soit hors de Chine, sur des champs de bataille. Que, bien évidemment, la brique, on va dire, de base est là. Néanmoins, ou plutôt pour surrajouter à ça, vous allez me dire, oui, mais finalement, on est sur du système militaire chinois, ça fonctionne un peu en circuit fermé, et le militaire, c'est par essence quelque chose de très cloisonné, de très secret. Que nenni. Au contraire, la stratégie de l'armée populaire de libération qu'on trouve dans un certain nombre de publications traduites et donc déclarations officielles de hauts responsables de l'armée populaire de libération, donc la PLA, dans la recherche c'est facile, c'est ce qu'ils appellent « picking flowers in foreign lands to make honey in China ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est que l'armée populaire de libération, notamment au travers de la NUDT, passe son temps à envoyer des militaires chercheurs un peu partout sur la planète pour collaborer avec les principales universités mondiales et co-signer des papiers avec eux.
Alors parfois ils arrivent de manière très officielle, parfois ils arrivent de manière totalement cachée. Il y a eu pas mal de rapports de think tank, notamment des rapports de think tank australiens par rapport à ça. Les Australiens s'alarmaient de voir en fait leur recherche universitaire pillée par l'armée populaire de libération, mais sans que ce soit de l'espionnage technologique, c'est-à-dire véritablement ils coopèrent, ils sont présents dans les laboratoires. Et je lisais ce matin dans un grand quotidien français que vous avez une très grosse boîte mondiale qui commence par micro et qui finit par soft, qui vient d'ailleurs de se faire prendre les mains dans le pot de miel exactement par rapport à ça, puisqu'on a découvert que 3 papiers de chercheurs de Microsoft Asia avaient été co-signés avec des officiers supérieurs de la PLA qui étaient en poste à la NUDT. Voilà, donc personne n'est à l'abri. Parce que, comme vous le voyez, finalement, où se fait la recherche en Chine sur l'intelligence artificielle, elle se fait dans les organismes gouvernementaux et donc dans cette NUDT qui est le cœur battant et la brique originelle du système de recherche. Vous voyez, on a un système qui ressemble un peu au système israélien. Vous allez voir qu'il ressemble encore plus au système israélien, de manière un peu, j'allais dire, un peu adaptée sur un modèle économiquement qu'on pourrait dire libéral autoritaire, c'est-à-dire on s'appuie sur du libéralisme avec la question des BATX, mais c'est toujours finalement le Parti communiste chinois qui reste au centre du jeu, avec ce système État-entreprise qui finalement fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que les BATX participent de manière très volontaire à ces technologies sécuritaires, pas forcément là où on les attend le plus. Vous avez Alibaba qui, au travers de sa filiale qui s'appelle Ant Financial, donc qui à la base a été faite justement pour ce qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, qui est du credit rating, c'est-à-dire voilà, des technologies qui vont permettre de faire de l'évaluation de performance crédit. Finalement, Ant Financial va être l'entreprise qui va développer une technologie qui s'appelle Sesame Credit et qui va être utilisée justement beaucoup aujourd'hui dans le système de crédit social. Finalement, c'est un peu le système bancaire de gestion du crédit social en Chine. Vous avez un certain nombre de recherches aussi qui sont non directement liées aux questions de reconnaissance faciale et de questions purement sécuritaires, mais qui pourraient y servir. On va regarder un peu ce que c'est que le Baidu Deep Voice Program. Vous allez voir que très rapidement, là aussi, ça peut très vite développer vers du sécuritaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a eu cet écosystème qui s'est développé d'abord donc centré premièrement sur la partie militaire ou militaro-sécuritaire, pour après percoler ensuite vers les BATX et vers un certain nombre de ce qu'on appellerait de licornes chinoises. Tout ça à l'intérieur de la Chine, donc avec finalement un certain succès. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces entreprises-là et ces technologies-là sont en train de s'ouvrir de plus en plus à l'international. Un Baidu Research aujourd'hui est travaillant en Californie, d'ailleurs commence à attirer du scientifique américain de très bon niveau, ce qui est assez intéressant. Finalement, ils ont repris à leur compte un peu ce que les États-Unis faisaient dans d'autres pays. Et vous avez donc la SenseTime, dont je parlais il n'y a pas très longtemps, qui aujourd'hui est au Japon, qui travaille sur un certain nombre de technologies en partenariat avec des municipalités japonaises sur les questions de véhicules autonomes, et CloudWalk, donc sans la faute d'orthographe avec le A en trop, qui aujourd'hui a été sélectionné par le gouvernement du Zimbabwe, qui s'est dit finalement les technologies de reconnaissance faciale appliquées au domaine sécuritaire, c'est pas si mal, les Chinois ils ont l'air d'avoir plutôt une bonne avance là-dedans, donc pourquoi pas s'y mettre. Donc comme vous voyez, on n'est pas sur un capitalisme d'État pur et simple, là on n'est pas en Russie, au contraire on a un système qui à la fois est plus dur et plus souple. Il est à la fois plus dur parce qu'il fait véritablement appel très profondément au système militaire, à l'architecture sécuritaire du pays, mais il est en même temps plus souple parce qu'une fois qu'on est sorti technologiquement de l'architecture sécuritaire, on repasse sur des entreprises qui vont avoir des modes de fonctionnement identiques, si ce n'est analogues, aux GAFAM, aux grandes entreprises internationales, pour là, ensuite, aller développer ces technologies, finalement, un peu partout sur la planète, là où elles sont demandées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour finir, Myriam Kemener, qui est avocate générale à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, conseillère juridique auprès de Thierry Delville, déléguée ministérielle aux industries de sécurité et de lutte contre la cybermenace, et également Conseil de l'Europe en matière de cybercriminalité.
Bien, bonsoir à tous. C'est toujours un peu difficile d'intervenir en dernier après des brillantes présentations. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas ingénieur, mais juriste, et j'ai prévu de vous présenter quelques éléments, puisque, comme l'a dit tout à l'heure, comme ça a été dit à l'instant, en fait, la justice aussi est entraînée à travers la loi du 23 mars dernier sur donc une transition numérique et s'intéresse vivement à l'intelligence artificielle. Alors j'avais transmis une présentation. Ah ben non, parce que on m'avait dit de l'envoyer, donc c'est CNAM, IA. Ouais. Bien. Quoi ? C'est sur une clé. Bah non, on m'a dit de le voilà, donc bon, je suis désolée, j'avais prévu une présentation que j'avais transmise. Bon. Bah, c'est CNAM, IA. Donc la justice, évidemment, fait l'objet d'un certain nombre de critiques, en particulier sur la lenteur. Ah voilà, c'est parfait, je me sens mieux. Donc la justice est toujours extrêmement critiquée par sa lenteur, même si dans certains domaines, évidemment, les délais sont contraints. Je pense à la matière pénale notamment, je vais y revenir. Et donc l'ouverture des données, l'open data, est une des priorités, comme ça a été également dit à l'instant. Par la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, le principe de l'ouverture des données a été établi. Voilà, donc les enjeux sont extrêmement forts, puisque il y a en fait environ plus de 3 millions de décisions judiciaires qui vont être exploitées, alors que pour l'instant, il y en a à peu près 30 000 qui sont diffusées. Donc évidemment, se pose la question de la publicité de cette décision. De ces décisions face à des enjeux extrêmement forts. On a parlé du respect de la vie privée, évidemment, la protection des données à caractère personnel et évidemment le respect des droits fondamentaux au plus haut de la hiérarchie des normes. Donc c'est un défi très important pour l'institution judiciaire et les professions de justice, puisque les pratiques évoluent. On voit que de plus en plus, les avocats, par exemple, sont trouvés concurrencés par rapport aux legal tech, qui d'ailleurs pour la première fois voient leur consécration dans la loi du 23 mars dernier. Et c'est pour cette raison que actuellement, vous connaissez peut-être le rapport Cadier sur l'open data, en particulier la Cour de cassation réfléchit et travaille sur justement la mise en œuvre de l'IA appliquée à la justice. Alors, il me semblait intéressant, parce qu'il y a des modes, tout à l'heure on disait il y a véritablement des modes, on parle de l'IA. On parle de l'IA, on parle de la blockchain, mais finalement, de quoi on parle ? Et pour la justice prédictive, ça me semblait intéressant de vous en dire quelques mots, puisque on s'imaginait même l'apparition de juges robots. On supprime la justice, on fait comme en Chine d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'en Chine, il y a un tribunal entièrement dématérialisé qui récemment a rendu une décision en admettant le recours à la blockchain comme mode de preuve. Donc on n'en est pas là en France, les magistrats et les juges restent bien là, et on est plutôt sur justement des termes plus adaptés, à savoir la justice prévisionnelle, où je trouvais ça assez intéressant puisque c'est l'étude aussi de données, c'est la notion de jurimétrie. Donc on a tout à gagner
J'ai dit récemment, la semaine dernière, dans une intervention où c'était essentiellement des juristes, j'aimerais bien avoir un petit algorithme dans mon bureau pour faire des recherches de jurisprudence, puisque maintenant, sur certains domaines, et en particulier tout ce qui est cybercriminalité, atteinte aux données, on n'est plus uniquement sur de la jurisprudence française, mais bien évidemment de la jurisprudence des cours européennes et des décisions internationales. Donc pour l'instant, on en est encore, je dis pas à la plume doigt, mais à une utilisation, à une recherche assez artisanale. Donc, comment ça se passe? J'ai évoqué ce rapport Cadier, mais c'est l'analyse des datas, puisque vous le savez aussi, l'État est le premier producteur de données en général, hein, vous les avez détaillées, mais on a une masse de données extrêmement intéressante, mais absolument pas exploitée comme ça pourrait être le cas. Donc, à travers ce traitement de masse de données, on peut effectivement, pour certains contentieux répétitifs, dégager des tendances. Et le terme de prédiction est toujours un petit peu ennuyeux, surtout dans la bouche d'un magistrat, mais on peut dégager des tendances. Et les expériences qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent dans les cours d'appel de Douai et de Rennes portaient sur des contentieux, par exemple contentieux routiers, des contentieux assez répétitifs, où il y a déjà d'ailleurs la mise en place de barèmes dans certains cas. Donc c'est la rencontre des mathématiques et du droit, et quels sont les outils de l'IA pour la justice et des algorithmes revelant qui, comme évidemment on parle aussi de machine learning, c'est des outils qui vont permettre de dégager des tendances et faire des recherches par type de contentieux. Donc, il ne s'agit pas de reproduire le raisonnement des juges. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a dit, l'humain doit avoir le dernier mot, mais ça peut permettre d'accélérer sur des contentieux répétitifs leur traitement pour se concentrer sur des domaines où, justement, actuellement, j'en parlais ce matin parce que j'étais à une audience où on nous a largement reproché le début de l'affaire et l'affaire n'est pas encore réglée puisqu'on est dans une série de requêtes en nullité sur des durées excessives de traitement dans des affaires complexes, je pense dans le domaine économique et financier, aussi bien la Cour des comptes à travers un référé a largement critiqué les services d'enquête et la justice récemment, et un rapport d'information parlementaire vient de dire la même chose, à tel point qu'il y a actuellement un groupe de travail qui vient d'être lancé pour apporter des améliorations sur le traitement et l'accélération de ce domaine économique et financier. Je pense que l'IA utilisée dans des domaines très répétitifs, sans enjeux extrêmement importants, dégagerait du temps sur d'autres domaines. Donc la loi Le Maire, ça a été dit, je passe très rapidement, a d'ailleurs concrétisé justement le recours aux algorithmes et l'exploitation des données de justice, les décisions judiciaires. Par contre, justement, j'ai repris cette décision qui était extrêmement intéressante, que les magistrats doivent conserver leur liberté d'appréciation et leur indépendance, et on ne peut pas, par exemple, uniquement motiver une décision sur des algorithmes ou des barèmes répétitifs. Donc l'utilisation des algorithmes doit être fondée sur des principes de neutralité et de transparence, on en a parlé tout à l'heure également, et ça bouleverse aussi les stratégies procédurales. Et ça me semble extrêmement intéressant. Les entreprises vont de plus en plus peser le pour et le contre, plutôt que de s'engager sur des procédures qui pourraient
être traitées différemment par le biais, par exemple, de l'arbitrage ou des médiations. Et la dernière loi récente du 23 mars souligne justement l'intérêt qu'il y a à développer des modes alternatifs et des modes de médiation qui de plus en plus d'ailleurs seront dématérialisés. Donc c'est un vaste chantier. D'ailleurs, la loi du 23 mars 2016 fait suite à des chantiers de la justice. C'est vrai qu'on est encore en difficulté sur certains points. Et justement, il faut absolument avancer sur ces sujets. L'objectif aussi, c'est d'anticiper les risques, avec la pseudonymisation des décisions de justice qui entre dans le champ de l'open data. Il y a eu des débats, il s'agissait d'éviter de profiler les juges, donc aussi bien juges et greffiers. On est sur un système de pseudonymisation pour éviter justement les pressions, les atteintes à la vie privée ou à la sécurité, puisque dans certaines décisions, évidemment, il pourrait y avoir quelques idées de vengeance. Quelques mots, je terminerai là-dessus, parce que c'est vrai que le sujet est très dense et on aurait envie d'en parler encore des heures. C'est justement, on parle de régulation, on parle de réglementation, et on est plutôt aussi à une notion qui est revenue aussi cet après-midi, c'est l'éthique. Et le Conseil de l'Europe, alors c'était justement quelques points sur le CEPEJ qui a dégagé, alors ce document est en ligne, vous le trouvez facilement accessible, a dégagé des principes essentiels à respecter en matière d'IA et justice. Et je pense que les travaux qui sont engagés au niveau en particulier du Conseil d'État, et pour ce qui me concerne, on est plutôt sur la Cour de cassation, les principes dégagés par cette charte vont véritablement guider ces travaux. Donc, en conclusion de mon propos, c'est l'État, parce qu'évidemment, il y a des enjeux économiques à l'arrière-plan de tout ça. Je l'ai vu, certains éditeurs juridiques actuellement sont un petit peu en difficulté, et il y a des enjeux économiques tellement forts que c'est tout à fait important, on est sur le champ régalien, que l'État conserve la maîtrise du traitement de ces données qui sont sensibles. Je dirais deux mots étant pénaliste de ces... l'IA, évidemment, peut nous aider. C'est une aide à la décision, mais sur ce champ régalien en particulier du droit pénal, la justice prévisionnelle me semble quand même inadaptée. Nous sommes dans un système où c'est l'individualisation de la peine qui est au centre justement de la décision du juge. Donc, suivant les contentieux, il y aura des adaptations nécessaires. Donc, la Cour de cassation a lancé avec des ingénieurs et des start-up ce chantier pour intégrer l'IA dans nos fonctionnements, et c'est véritablement tout à fait essentiel. Donc pour l'instant on n'en est encore qu'au début, mais on attend beaucoup de l'introduction de l'IA dans l'institution judiciaire, mais en respectant c'est l'éthique, la transparence et ces règles définies par cette charte éthique qui vient d'être publiée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc vie privée, sécurité, justice, ce qui va garantir l'utilisation des données pour l'avenir, c'est les garde-fous que nous serons en capacité de mettre devant nous. Merci à tous.